la fin de cette incertitude apporte enfin un peu de sérénité. Donc, on pense que sur la livre sterling, il peut y avoir peut-être des choses un petit peu plus agréables à entreapercevoir. Donc, il faut peut-être regarder un peu comment elle va se comporter. Et ensuite, sur la partie investissement en actions, c'est vrai que les valorisations sont au tapis. Le FTSE ayant été délaissé, il y a peut-être des belles affaires à réaliser. Alors, il y a un mais, puis il y a toujours un mais, c'est que malheureusement, qui dit sortie de l'Union européenne dit inaccessibilité des actions UK pour nous, investisseurs particuliers, au PEA. Donc, les valeurs ne sont plus éligibles au PEA. Et pour ceux qui en détiennent encore, vous avez jusqu'à fin septembre pour les sortir. Donc, chez Pense Pas, on vous indiquera les modalités, on vous accompagnera. Mais ça peut être aussi un frein pour l'investisseur particulier français pour se repositionner sur des valeurs UK. Mais en tout cas, le marché dans son globalité peut être intéressant à regarder. Et je laisse pour ça la parole tout de suite à Lionel pour la partie technique. Bonjour, bonne année à tous. Le son est bon? Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien, Lionel, vas-y. Très bien. Alors, intéressons-nous un peu au marché anglais. Quand on parle du marché anglais, des valeurs anglaises, qu'on regarde un peu comment sont constitués les indices, donc le FTSE 600, indice de référence du marché anglais, et qu'on compare à l'Eurostoxx, on se rend compte qu'ils ne sont pas construits de la même façon. En tout cas, les pondérations sectorielles sont très différentes. Donc là, je vous ai mis les deux indices, le FTSE 600, l'Eurostoxx, les 295 principales valeurs de la zone euro, et on regarde comment sont construits sectoriellement parlant ces indices. On se rend compte que le FTSE 600 est un peu plus concentré sur les gros secteurs. Donc le plus gros secteur du FTSE 600, c'est le secteur finance qui pèse près de 20%. C'est moins du côté de l'Eurostoxx. Et vous avez la principale différence, c'est en bas, secteur technologie qui pèse près de 12% en zone euro, en Eurostoxx, alors qu'il pèse pas loin de 0,12% dans le FTSE 600. Donc, le FTSE 600 a une connotation différente. Il est plus sur les secteurs dits value, c'est-à-dire la finance et le pétrole et gaz principalement, puisque si vous mettez ces deux secteurs-là, vous arrivez à près de 30% du FTSE 600 et sur ces deux secteurs, alors que si on regarde sur l'Eurostoxx, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Vous avez une différence significative rien que là-dessus. Donc c'est quelque chose à avoir en tête qui peut expliquer, on va revenir juste après, que le FTSE a globalement sous-performé sur longue période depuis longtemps, mais qu'il est en train de s'améliorer sur la période la plus récente depuis le mois de septembre. On va le voir sur les diapositives suivantes. Une page suivante, on va regarder, alors là on est vraiment sur longue période, de 2013 à aujourd'hui. Vous avez en haut le FTSE 600 et vous avez au milieu le ratio relatif à l'Eurostoxx en violet. Donc quand cette courbe en violet baisse, c'est que le FTSE sous-performe l'Eurostoxx, et quand elle monte, c'est qu'il surperforme. Donc on constate que sur longue période, on a une sous-performance assez marquée de l'Eurostoxx. Mais on constate aussi qu'il y a une sorte d'exagération baissière, je mets entre guillemets, puisque c'est plutôt de l'ordre du qualificatif, du jugement de valeur, mais bon, il y a quand même eu du point de vue technique, si on regarde les niveaux des indicateurs de surachat sur vente, tout en bas, ce qu'on appelle le RSI, donc l'indicateur de survente, on constate qu'on est arrivé sur des niveaux extrêmes en termes d'exagération baissière à peu près au milieu de l'année 2020. Et on constate qu'il y a une amélioration qui se profile toute récente, depuis le mois de septembre. On va voir sa page suivante. On reprend la même chose, mais cette fois sur un peu moins longue période. On regarde là les évolutions sur 2 ans et on retrouve ce même ratio relatif du FTSE face à l'Eurostoxx en violet. Et on constate, donc on a une sous-performance depuis début 2019 jusqu'à septembre 2020, sous-performance du FTSE. Alors là, il faut savoir que je convertis tout en euros pour qu'on ait bien l'impact de la devise. Vous avez le FTSE converti en euros, comparé à l'Eurostoxx en euros, donc on compare des choses comparables. Donc on voit qu'on a eu une sous-performance du FTSE jusqu'au mois de septembre, mais que depuis, il y a un début d'amélioration qui s'installe.
Vous avez là la moyenne mobile 50 jours relative en bleu et vous avez la moyenne mobile 200 jours relative en vert. Donc on ne peut pas crier victoire à ce stade puisqu'on n'est pas encore parvenu à retourner à la hausse les moyennes relatives long terme, qui a servi de résistance fin 2019, mi-2020. Donc c'est pas encore, on ne peut pas qualifier ça de surperformance long terme, mais il y a quand même une amélioration, un début de rattrapage ces derniers mois. Et enfin, sur la diapositive suivante, on évoque le cas de la livre, parcours de la livre. Donc on a eu la livre face à l'euro ici, qui a baissé assez fort au moment du vote du référendum sur le Brexit en 2016, et puis qui a été un peu hésitante à long terme ces dernières années. Depuis ces 5 dernières années, on évolue dans une sorte de range, une zone de neutralité entre 1,20 en haut en résistance et 1,07, 1,08 en bas en support, qui a été support à 3 reprises cette année, au mois de mars, bon, même si ça a été temporairement en dessous, et puis 2 fois ensuite dans l'année, au mois de novembre plus récemment, puis et puis à l'été. Donc on a validé un support long terme finalement en 2020 sur la livre face à l'euro, et on a un début de remontée. Là aussi, ce sera étape par étape. Il y a une première zone de résistance vers 1,12, 1,13 qui serait à franchir. Et puis, si c'est le cas, on pourrait qualifier ça de rattrapage peut-être un peu plus durable avec des cibles à plus long terme vers 1,20. Peut-être qu'Hubert en reparlera sur le plan fondamental du niveau de sous-valorisation de la livre par rapport à l'euro. Voilà, on a en tout cas une validation de support et un début d'amélioration. Voilà, je vous laisse la parole pour la suite. Merci Lionel. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler un peu plus de l'accord et des conséquences pour l'économie britannique, l'impact ensuite sur l'impact probable sur les politiques budgétaires et monétaires, et enfin comme Lionel l'a mentionné, je parlerai un peu de la livre sterling avec une analyse plus fondamentale. Alors en ce qui concerne l'accord, donc trouvé après 10 mois de négociation, il a pu être trouvé parce que des compromis ont été faits sur les 3 points de désaccord majeurs qui restaient. Au final, c'est plutôt quand même du côté britannique que les compromis ont été faits. Donc on va le voir, je vais brièvement passer sur ces 3 points. Donc le premier qui était le level playing field, donc en fait le cadre visant à assurer une concurrence loyale dans le long terme. Donc les 2 parties se sont mises d'accord sur des clauses de non-régression, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ne pourraient pas abaisser leurs standards, donc leurs standards environnementaux, fiscaux, sociaux, ils ne pourraient pas les abaisser par rapport à leur niveau actuel. Et en plus de ça, ils ont détaillé donc des principes en matière d'aide d'État, donc visant en fait à empêcher que l'une ou l'autre partie ne subventionne ces entreprises de manière démesurée, ce qui pourrait entraîner une concurrence déloyale. Dans le cas justement où une des 2 parties s'adonnerait à une concurrence déloyale, il y aurait la possibilité pour l'autre de prendre des mesures unilatérales, donc c'est quand même un garde-fou assez important. Le deuxième point de désaccord majeur, c'était les accords sur la pêche. Alors même si c'est un petit secteur, il était très important parce que sur ce secteur, les Britanniques avaient plus ou moins l'avantage, enfin avaient plutôt l'avantage parce qu'en fait on parlait tout simplement de l'accès aux eaux britanniques, aux eaux territoriales britanniques. Donc finalement, les Européens ont réussi à conserver des conditions d'accès généreuses pour leur flotte pendant au moins 5 ans et demi. C'est-à-dire qu'à la mi-2026, la flotte européenne n'aura renoncé qu'à environ 25% de ses quotas, alors que initialement les Britanniques demandaient une période de transition plus courte, donc d'environ 3 ans, et d'ici là que la flotte européenne ait réduit ses quotas d'au moins 60 voire 70%. Et donc à partir de mi-2026, par contre, il y aura des négociations annuelles sur les quotas, mais d'ici là, voilà, l'espoir c'est que les flottes aient pu s'adapter donc aux changements à venir.
Et enfin, le troisième point de désaccord, ça concernait la gouvernance de l'accord. Alors plus simplement, c'est le mécanisme de résolution des litiges. Donc ce mécanisme, il sera unique pour tout l'accord, conformément à ce que les Européens souhaitaient. Alors il y a trois étapes, en gros trois points principaux pour ce mécanisme. Le premier, c'est le Conseil du partenariat. Donc c'est là que les désaccords éventuels seront initialement discutés. Si une solution n'est pas trouvée, c'est un tribunal d'arbitrage indépendant qui tranchera. Il aura la possibilité d'imposer des quotas et des tarifs, par exemple. Et si cette décision n'était pas respectée par l'une des parties, l'autre aurait la possibilité de s'adonner à ce qu'on appelle une riposte croisée, une cross retaliation, c'est-à-dire que cette partie pourrait imposer des sanctions sur un secteur autre que celui initialement concerné par le litige. Alors l'exemple classique, c'était si les Britanniques venaient à enfreindre des règles liées à la pêche, les Européens auraient la possibilité de riposter avec des tarifs sur le secteur manufacturier britannique, par exemple. Donc c'est un outil quand même assez puissant et qui vise donc à empêcher l'une ou l'autre partie donc de rompre l'accord qui vient d'être difficilement trouvé. Donc on a un accord, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au vu de l'alternative qui était donc une sortie sans accord et un retour aux règles de base de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il faut quand même noter que le Brexit est dur. Si on revient au lendemain du référendum, quand on regarde l'ensemble des options qui étaient disponibles pour le Royaume-Uni, on se situe dans la frange la plus dure. Le Royaume-Uni a refusé de rester dans le marché unique ou dans l'union douanière, telles que le sont respectivement la Norvège et la Turquie. Et donc de fait, les seules options qui se proposaient au pays étaient trouver un accord de libre-échange ou sortir sans accord et retourner aux règles de base de l'OMC. Donc c'est quand même, donc on voit sur le tableau, c'est quand même une bonne nouvelle que l'accord ait été trouvé, mais on reste quand même dans le Brexit dur. Et donc avec un risque et une probabilité importante de perte économique. Donc ces pertes économiques, elles vont se faire principalement, notamment dans les premières années, à travers le commerce. Donc il est vrai que grâce à l'accord, donc l'accord c'est un accord de libre-échange, on n'a pas de tarifs ni de quotas pour les échanges de biens entre les deux parties. Donc ça élimine quand même des coûts très importants au vu de certains tarifs qui sont imposés. Donc ça c'est pour le côté bonne nouvelle. Mais on a tout de même, du fait de la sortie du marché unique, l'imposition de nombreuses nouvelles barrières, des barrières non tarifaires aux échanges. Ces barrières sont par exemple des contrôles douaniers renforcés, la nécessité pour en fait si on veut qualifier à des échanges sans tarif, il faut que les biens aient été créés produits pour leur plus grande part au Royaume-Uni. Donc on a ces contrôles renforcés, des procédures administratives, notamment des déclarations d'importation, d'exportation. Donc tout ça freine des échanges, entraîne des coûts additionnels. Il y a une étude qui vient de sortir de l'RMS et ils estiment que pour les exportateurs britanniques, en fait, toutes ces nouvelles procédures représenteront un coût de 10% de la valeur des exportations. Donc c'est un coût très important. Certaines études réalisées avant les années précédentes estimaient que en fait les coûts des barrières non tarifaires seraient en fait à peu près équivalents au coût des tarifs ou de quotas qui seraient venus s'il y avait une sortie sans accord. Donc on a échappé aux tarifs, mais les barrières non tarifaires sont importantes et on le voit aujourd'hui. Alors on n'a pas les queues aux frontières qu'on redoutait, mais c'est principalement du fait que les entreprises s'étaient préparées, avaient fait des stocks. Les flux sont beaucoup moins importants qu'ils ne l'étaient au mois de décembre et même qu'ils ne le sont en moyenne à cette période. Et donc les entreprises s'étaient préparées, mais à mesure que donc elles vont s'habituer à ces nouvelles procédures. Donc ça va peut-être être plus fluide, mais il y aura quand même moins de fluidité qu'avant à la sortie, qu'avant le Brexit.
Et Hubert, si tu pouvais juste me dire quand je change les slides, est-ce que c'est la bonne pour toi ou pas? oui, enfin, j'ai l'impression, si vous êtes sur l'impact du Brexit sur l'économie C'est ça. britannique, Si oui, tu peux oui, me dire je suis, changement de slide à chaque fois, comme ça c'est plus facile. bien sûr, Merci. pas de problème. Euh, donc voilà pour un peu tous les aspects des échanges de biens, mais il y a aussi l'aspect échange de services qui représente quand même près de la moitié des exportations du Royaume-Uni qui vont aussi perdre en fluidité, notamment du fait de les équivalences professionnelles ne seront pas reconnues. Alors pour l'instant, il y aura bien sûr tout peut évoluer, mais pour l'instant les équivalences sont pas reconnues, c'est-à-dire qu'un ingénieur, un architecte ne verrait pas ses qualifications reconnues dans l'autre au Royaume-Uni pour les Européens ou en Europe pour les Britanniques. Donc voilà, ça va aussi entraîner des perturbations, des barrières non tarifaires, donc aussi pour ce secteur. Et donc au final, avec tout ça en tête, BNP Paribas, donc nous prévoyons en 2021 seulement un faible rebond. Donc on le voit sur le graphique en bas à droite. Donc alors certes, ce rebond est similaire à celui que l'on prévoit pour les États-Unis ou l'eurozone, mais il faut garder en tête que la chute du PIB en 2020 est beaucoup plus importante pour le Royaume-Uni. Donc on aura une chute de plus de 10% l'an dernier. Donc on aurait pu s'attendre à un rattrapage plus marqué. Ce rattrapage, on l'aura très certainement un peu plus tard. Alors, ça suivra peut-être pas à compenser. On pense que dans le long terme, il y aura certainement des pertes économiques, mais voilà, du fait du Brexit, du fait de la crise aussi sanitaire qui continue, le rattrapage économique au Royaume-Uni sera certainement plus loin qu'ailleurs, malgré une chute plus rapide. Et comme je disais, donc dans le long terme, il n'y a pas que le commerce les échanges qui vont affecter l'économie britannique. Il y aura d'autres, donc les études qui ont été menées. Il y a eu beaucoup d'études menées. Donc c'est unanime sur le fait que le Brexit réduirait l'activité au Royaume-Uni et notamment du fait d'une baisse de l'investissement, une baisse de la productivité, une baisse de la migration et une hausse du chômage structurel. Donc alors tous ces effets sur la croissance, on va le voir sur la slide d'après, ils devraient avoir des effets sur la politique économique. Donc du côté de la politique budgétaire, le Brexit devrait avoir un effet presque automatique, je dirais, sur la position fiscale du gouvernement. Donc il risque de peser sur le déficit et donc sur la dette, parce que on aura d'un côté, si l'économie est bien plus petite qu'elle ne l'aurait été sans Brexit, on aura des recettes fiscales moins importantes et une hausse des dépenses de l'État, notamment on pense aux allocations chômage. Et donc c'est pas une bonne nouvelle pour la trajectoire des finances publiques. Alors c'est vrai qu'il faut noter que la détérioration aurait été encore plus importante dans le cas d'une sortie sans accord. Et donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que le Trésor, il sera peut-être un petit peu moins pressé de redresser les finances publiques du Royaume-Uni. On l'a vu l'an dernier. On a eu pas mal d'indices, notamment de la part du chancelier Rishi Sunak, qui ne perdrait pas de temps à redresser les finances publiques quand ce sera possible. Mais la crainte, en fait, c'est justement qui essaye de les redresser trop vite et donc en réduisant les dépenses, en retirant leur soutien prématurément à la croissance, que justement on tombe dans le cas de figure de l'après-crise financière de 2008 avec une croissance moins forte dans le long terme. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de no deal, on aura certainement une trajectoire un peu moins défavorable des finances publiques et donc peut-être un peu moins d'empressement de la part du Trésor de le redresser. Et du côté de la politique monétaire, donc alors déjà du fait de la crise liée au Covid, la Banque d'Angleterre a selon nous une prédisposition à l'assouplissement, c'est-à-dire que les risques sont un peu asymétriques, c'est-à-dire que si les conditions venaient à s'améliorer
plus rapidement que prévu et que l'inflation venait à revenir, la Banque d'Angleterre serait certainement très prudente et c'est en tout cas ce qu'elle dit, c'est aussi ce qu'elle dit à l'issue de ces réunions de politique monétaire. Elle serait prudente et elle ne resserrerait pas sa politique immédiatement, elle attendrait une hausse durable de l'activité. Et d'un autre côté, si on avait une détérioration des conditions non anticipées, là, la Banque d'Angleterre serait certainement plus prompte à réagir et à assouplir sa politique. Alors, ça pourrait se faire par une baisse des taux, mais c'est pas notre piste privilégiée. On pense que dans un premier temps, du moins, ça serait plutôt par une augmentation de ses achats d'actifs, de son programme de quantitative easing. Donc à la marge, l'accord qui a été trouvé, il réduit les chances d'un assouplissement monétaire parce que s'il y avait eu sortie sans accord, on aurait eu certainement des perturbations encore plus importantes. Et comme après le référendum, on aurait pu avoir une baisse des taux ou du moins un fort assouplissement de la politique. Donc ça, les chances sont un peu réduites. Et de fait, nous prévoyons en fait cette année, malgré cette prédisposition à l'assouplissement, nous prévoyons une hausse graduelle des taux longs dans les mois à venir. C'est du fait de la situation sanitaire qui devrait en fait, notamment grâce à l'arrivée du vaccin, la situation sanitaire devrait s'améliorer dans les mois à venir, alors peut-être seulement au second semestre, mais cette amélioration devrait s'accompagner d'une amélioration des conditions économiques et donc d'une remontée des taux longs probablement à travers le monde, aux États-Unis notamment, en tout cas dans les pays développés. Et donc nous estimons, les prévisions de la BNP, c'est que de 0,35% aujourd'hui, le taux à 10 ans du Royaume-Uni monterait à 0,60 à la fin de l'année et à 0,75 à la fin de l'année prochaine. Et pour finir, donc sur la slide suivante, je vais parler des perspectives du livre. Donc alors, en partant tout d'abord d'un constat, c'est que malgré l'accord, la livre sterling est toujours autour de ses niveaux les plus faibles depuis le référendum. Alors c'est vrai par rapport au dollar, c'est la courbe du haut en vert, mais c'est surtout vrai par rapport à l'euro, c'est la courbe du bas. Donc on le voit, elle a certes un peu augmenté cette dernière semaine suite aux rumeurs d'un accord, mais elle reste quand même extrêmement bas, à peine au-dessus de 1,10 par rapport à ces niveaux, notamment d'avant le référendum où elle se situe à 1,30. Donc alors on anticipe une appréciation de la livre parce que voilà certaines incertitudes vont se lever, peut-être la situation sanitaire va s'améliorer, mais nous anticipons une appréciation seulement graduelle pour plusieurs raisons. Donc comme je l'ai dit précédemment, le Brexit, c'est un Brexit qui reste dur malgré l'accord. On a toujours des incertitudes sur l'étendue des perturbations. Il y a des accords aujourd'hui, des périodes de transition qui restent pour certains échanges qui font qu'on n'est pas encore exactement dans la situation finale. À partir de mars, avril, déjà, il devrait y avoir des échanges peut-être encore moins fluides avec des périodes de transition qui se lèvent. On aura une économie, comme j'ai dit, qui sous-performe cette année encore à cause de la crise du Covid. On a des anticipations d'une politique monétaire accommodante dans la durée qui devrait mettre des pressions à la baisse, pas à la baisse, mais en tout cas empêcher de pression trop forte à la hausse sur la livre. Et enfin, peut-être pour le plus long terme, ce qui empêche un vrai retour aussi, c'est le déficit persistant de la balance courante au Royaume-Uni. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a eu une appréciation, mais une faible appréciation. Et voilà, c'est tout pour ma partie. Là, je vais vous laisser avec l'or et les marchés, les systèmes financiers. Merci oui, Hubert. bonjour. J'ai quelques questions, on les fera à la fin. Bien sûr. Très bien. Donc, si c'est bien mon tour, je prends la parole. Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Très bien. Ok. Là, c'est bon aussi? C'est parfait alors.
D'accord, excusez-moi. Oui, donc bonjour à tous, je suis Laure Baquero, économiste au sein du service d'études économiques de BNP Paribas et je suis notamment en charge du suivi des secteurs bancaires en Europe du Nord. Et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021 à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans les grandes lignes les conséquences du Brexit sur les systèmes financiers de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Et je vais commencer par ça, par un état des lieux, avant que le Brexit ne soit effectif. Le point de départ, c'est que les systèmes financiers britanniques et de l'Union européenne se sont construits un peu en format intégré depuis l'adhésion du Royaume-Uni à l'UE en 1973. D'aucuns pourraient dire que c'était il y a seulement 47 ans, mais 47 ans, au regard de l'évolution des systèmes financiers, c'est un monde et le fonctionnement des secteurs financiers de 2021 n'a plus grand-chose à voir avec celui de 73. Donc, on va vraiment passer d'un système, d'un format très intégré à deux choses distinctes qu'il va falloir définir, ou plutôt que le Royaume-Uni va devoir définir, parce que l'Union européenne, elle, va continuer a priori, comme elle avait prévu de le faire. Du fait de ce format intégré, de cette interconnexion depuis 47 ans, il est naturel que les échanges de services financiers entre l'Union européenne, plutôt l'UE 27, et le Royaume-Uni se soient très fortement développés, au point que l'UE était le premier client du Royaume-Uni s'agissant des échanges de services financiers en 2019 devant les États-Unis et la France, si on considère les données hors UE en tant que bloc. Et dans cette même optique, le Royaume-Uni était un client de premier plan, que ce soit pour l'UE ou pour la France. Autre point, le format intégré dont je parlais à l'instant n'empêche pas les spécificités nationales, bien sûr. Et un premier constat est le poids sensiblement plus important du secteur financier pour l'économie britannique que pour les autres économies de l'Union européenne, que ce soit en proportion de la valeur ajoutée brute ou en termes d'emploi. Ça, c'est les deux graphes que vous pouvez voir juste en dessous. La courbe du haut, la verte la plus foncée, étant celle du Royaume-Uni, et en dessous, nous avons l'UE à 28, puisque les données pour l'UE à 27 ne sont pas encore complètement disponibles, et la France et l'Allemagne, donc c'est juste pour situer un peu les choses. Au passage, j'en profite pour dire que le Brexit, à ce stade, ne semble pas avoir encore coûté énormément d'emplois financiers au Royaume-Uni. Selon les études, on est entre 5 000 et 7 000. Il est possible que les choses se décantent un petit peu maintenant, que certains acteurs du secteur financier aient attendu que l'incertitude qui était évoquée plus tôt se dissipe. Et donc, il est possible qu'il y ait d'autres, un peu une accélération là-dessus, mais très honnêtement, ce n'est pas du tout certain. Je passe à la slide suivante, avec la perte du passeport financier, qui est la conséquence directe du Brexit pour les secteurs financiers. Tout d'abord, une précision, c'est que un peu par abus de langage, on parle du passeport financier pour l'Union européenne, mais en réalité, il s'agit de plusieurs passeports, un pour chaque domaine d'activité financière, et en fait pour l'ensemble de l'espace économique européen, c'est-à-dire l'UE plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Le schéma sur cette slide illustre le nombre de passeports en vigueur au lendemain du référendum sur le Brexit pour les principales activités financières. Voilà, donc ça montre un peu la répartition des activités. La conséquence du Brexit sur ce passeport financier, c'est que jusqu'au 31 décembre 2020, les sociétés financières britanniques disposant d'un agrément pouvaient exercer partout au sein de l'espace économique européen, et inversement pour les entreprises, les sociétés financières de l'UE++, qui pouvaient travailler, exercer au Royaume-Uni. Cela n'est désormais plus possible, à moins que les sociétés financières ne disposent d'une filiale dans l'autre bloc, et à défaut, elles devront s'en remettre au régime d'équivalence, sachant que ce régime d'équivalence est géographiquement beaucoup plus limité, puisque même si
le Royaume-Uni a une équivalence, par exemple, pour un type d'activité, même si elle l'obtient, et que l'entreprise britannique dispose d'un agrément. Selon les activités, il est possible qu'elle puisse exercer en France, par exemple, mais pas en Pologne. Alors que avec le passeport financier, la question ne se pose pas. Donc géographiquement plus limité, plus instable parce que ces équivalences sont potentiellement peuvent être interrompues à peu près à tout moment et unilatéralement, avec un délai assez court. On a entendu parler ces derniers temps d'un délai de 30 jours. Évidemment, ça va faire un objet de négociation, de discussion, mais pour le moment, le régime d'équivalence de l'Union européenne, qui est déjà en vigueur avec plein d'autres pays, c'est ainsi que ça se passe. Et enfin, les équivalences ne couvrent pas du tout l'ensemble des activités financières qui étaient couvertes par le passeport financier. Donc de fait, si les sociétés, par exemple de l'UE27, Norvège et Liechtenstein et Islande, exerçaient dans une activité qui n'est pas couverte par les équivalences, elles ne pourront plus exercer au Royaume-Uni à moins de disposer d'une filiale. Donc à condition évidemment que le Royaume-Uni adopte le même règlement, se calque sur les règlements des équivalences de l'Union européenne. Enfin, pourquoi est-ce qu'aucune équivalence n'a été accordée jusqu'à présent? C'est qu'il fallait que le Brexit soit effectif pour que les autorités puissent solliciter des équivalences. Ceci dit, il ne devrait pas y avoir d'interruption brutale, ou en tout cas nous n'en avons pas constaté pour le moment, des activités au 1er janvier 2021, et ce grâce à 3 choses. Les autorités de supervision des 2 blocs ont assuré la continuité des contrats conclus avant le Brexit et ce jusqu'à leur échéance. Premier point. Deuxième point, au Royaume-Uni, le superviseur a mis en place un Temporary Transitional Power qui court jusqu'au 31 mars 2022 et qui veut que pour beaucoup d'activités financières, les sociétés du bloc européen peuvent continuer, sous certaines conditions et après avoir rempli de nombreuses formalités, peuvent continuer d'exercer au Royaume-Uni, donc jusqu'au 31 mars 2022. Donc, ce n'est pas encore les équivalences puisqu'elles ne peuvent pas être, elles ne pouvaient pas être sollicitées jusqu'à présent, mais c'était un peu pour garantir un cadre d'exercice. Côté Union européenne, une seule chose a été mise en place à ce stade pour assurer cette continuité d'activité entre les 2 blocs. Elle concerne les activités de compensation puisque la Commission européenne a consenti une autorisation exceptionnelle jusqu'à mi-2022 pour que les acteurs financiers de l'Union européenne puissent continuer d'accéder aux chambres de compensation britanniques sans problème. Pourquoi est-ce que c'était particulièrement important et pourquoi est-ce que la Commission européenne n'a accordé une autorisation que sur ce point-là? C'est que après la crise de 2008, les transactions réalisées sur les produits de type dérivé standardisé ont dû être pris en charge par des chambres de compensation. Donc ça, c'est intégré dans les textes européens. Et il se trouve que les chambres de compensation britanniques sont ultra majoritaires dans de nombreuses opérations très spécifiques et donc la zone euro était assez dépendante pour ça, l'Union européenne était assez dépendante pour ça, au point que la Commission européenne et la Banque centrale européenne aient jugé que si cette autorisation exceptionnelle n'était pas donnée, cela pourrait représenter un risque pour la stabilité financière en Union européenne. Donc ça, c'est validé au moins jusqu'à mi-2022 et ensuite les négociations continueront. À ce stade, on comprend que les liens entre les systèmes financiers européens et britanniques sont plus ou moins forts sur les domaines d'activité. L'interconnexion est par exemple assez sensible dans la banque d'investissement. Elle est considérable dans les activités de compensation, comme je viens de le dire, et elle est nettement moindre dans les banques de détail. Donc ça aura forcément des conséquences sur l'intensité des négociations pour chaque domaine d'activité. Ça, c'était pour un peu l'état actuel des choses. Et avec la slide suivante, je vais essayer de parler plus en prospectif, en posant la question, en m'interrogeant sur une divergence réglementaire du Royaume-Uni.
Il faut savoir que l'octroi d'équivalence par l'UE repose sur le principe de proximité des cadres légaux et de leurs résultats. En principe, il est inutile de reprendre les textes européens à la lettre, du moment que l'esprit concorde. En revanche, après que si le Royaume-Uni avait par exemple obtenu une équivalence et que son cadre réglementaire divergeait, il est tout à fait possible pour l'Union européenne de retirer cette équivalence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les équivalences sont instables. Et ça peut arriver à peu près à tout moment. Dans ces conditions, le choix pour le Royaume-Uni, c'est le suivant, c'est coller au texte européen existant et au texte à venir aussi, pour conserver l'accès à un maximum d'activités financières, sachant que l'UE est son premier client et que les équivalences limitent déjà largement le champ des possibles. Première possibilité. Deuxième possibilité, s'affranchir de ce cadre, tout en continuant de respecter BAL 3, évidemment, et dans l'idée de gagner en attractivité sur le plan international et pour ses propres banques opérant déjà. En pratique, il est encore un peu tôt pour dresser un bilan complet, mais on constate que le ton a changé entre Mark Carney et Andrew Bailey, Andrew Bailey ayant pris ses fonctions à la tête de la Banque centrale d'Angleterre en mars 2020, succédant à Mark Carney. Et donc Andrew Bailey a affirmé il y a quelques jours que le Royaume-Uni ne devait pas devenir rule taker. C'était pas le discours prononcé il y a environ un an par Mark Carney. D'autres éléments, d'autres indices, disons que le Royaume-Uni est quand même en train de prendre certaines libertés, c'est avec certains règlements ou directives européennes. Il y a eu des mesures qui ont été prises ces derniers mois, qui ont pu être noyées un petit peu dans toutes les mesures prises en réponse à l'épidémie de Covid. On peut citer, il y en a plein, mais on peut citer par exemple Solvency 2 sur l'assurance, ou les exigences réglementaires, la réglementation prudentielle, par exemple avec les exigences de conformité avec MREL. Il faut que, selon les textes européens, il faut que les banques se soient mises en conformité avec la réglementation MREL d'ici au 1er janvier 2024. Et le Royaume-Uni donc était signataire de ce texte, mais puisqu'ils sont sortis de l'Union européenne, ils disent qu'ils peuvent tout à fait s'affranchir de cette échéance. Enfin, un autre point très emblématique, c'est avec le ratio de levier. En réponse à la crise suivant l'épidémie de Covid, le Trésor britannique avait été favorable à une disposition du quick fix qui avait été mis en place par la Commission européenne, qui consistait à exempter temporairement les réserves en banque centrale prévues par un texte européen, un CRR, dans des circonstances macroéconomiques exceptionnelles. En contrepartie, il est prévu un recalibrage de ce ratio de levier, tel que l'exigence en capital au titre du ratio de levier demeure inchangée. Or, le Trésor britannique a rejeté cette disposition au motif que le ratio de levier ne sera contraignant qu'à partir du 28 juin 2021, soit après le Brexit. Donc voilà, donc on voit il y a quand même plusieurs indices qui montrent que ils sont en train de faire les choses un peu à leur sens, à leur manière. Ceci étant, les services financiers ayant été absents de l'accord conclu entre Londres et Bruxelles le 24 décembre dernier, les deux parties ont convenu de définir un protocole d'accord établissant un cadre de coopération réglementaire sur les services financiers d'ici le 31 mars prochain. On peut espérer que ce protocole permettra un peu de mettre en musique ou de donner un cadre commun global clair aux mesures prises par les deux blocs. Là, je vous en ai cité 3 côté britannique, mais en réalité, il y en a déjà plusieurs dizaines. Et malheureusement, ça ne laisse pas encore complètement l'incertitude comme on pouvait l'espérer. Donc, rendez-vous 31 mars, on espère. Et maintenant, j'en viens à la dernière slide, qui est sur les orientations européennes, pour le coup. Alors, on a vu une grande fermeté de l'Union européenne sur tous les aspects du marché financier, du secteur financier, avec notamment le refus des coquilles vides. C'est-à-dire que, je vous disais, une société financière britannique qui voudrait continuer d'exercer en Union européenne et pour qui les équivalences ne suffiraient pas,
doit avoir des entités en UE, mais la Commission refuse que ces entités ne soient que, par exemple, des boîtes aux lettres. Il faut que ce soit vraiment une filiale correctement constituée, avec un certain capital, avec un nombre d'employés, avec des activités vraiment opérantes. Première chose. Deuxième chose, l'Union européenne, la Commission, a donné l'obligation de coter les actions européennes sur les places de l'UE, sur la plupart de ces actions, pardon, tandis que le superviseur, lui, avait adopté une approche un peu plus souple via le TTT dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Conséquence de l'obligation donnée par la Commission européenne, lundi 4 janvier 2021, c'est-à-dire le premier jour ouvré post-Brexit, près de 6 milliards d'euros de transactions ont été déplacés de Londres vers les places de l'Union européenne. Alors le mouvement a été attendu, a priori son ampleur a quand même quelque peu surpris. Ça c'était pour des aspects assez pratiques, assez ponctuels, et maintenant sur des aspects plus globaux avec lesquels je vais terminer, des aspects plus globaux des orientations européennes. La Commission européenne, comme la BCE, souhaite une organisation multipolaire des activités financières en UE pour un résultat plus équilibré. D'aucuns redoutent que ça puisse apporter un risque de fragmentation financière et de liquidité. Dans les faits, la rivalité entre les places de l'UE va probablement se décanter au fur et à mesure des quelques prochaines années, court moyen terme. Enfin, dernière chose, pour l'Union européenne, il s'agit de relancer l'intégration financière, que ce soit par l'Union des marchés des capitaux ou par l'Union bancaire. Voilà pour moi. Je vous remercie. Alors, je vais enchaîner et te poser les deux questions concernant ta partie. Les accords fiscaux entre entre l'Angleterre et les différents pays européens vont-ils être modifiés? Alors là, ça, je vous avoue que je joue mon joker parce que je ne suis absolument pas intéressée aux accords fiscaux. Aux accords fiscaux. Concernant le passeport financier, l'Union européenne a-t-elle installé des systèmes informatiques pour traiter les volumes des transactions financières qui doivent se déplacer de la City vers l'Union européenne? Sinon, est-ce qu'on a une idée du délai prévu, enfin si c'est pas efficient? Alors, l'Union européenne a eu de cesse depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, de demander aux acteurs privés de s'organiser, de faire ceci, quoi. Donc, c'est pas forcément à l'Union européenne de faire cette démarche, c'est aux acteurs du secteur de mettre les outils nécessaires en place et s'ils veulent récupérer des parts de marché qui étaient au préalable à la City, par exemple. C'est dans ça que c'était ce que je voulais dire avec la rivalité au sein des places de l'Union européenne. C'est complètement ce qui va se passer, quoi. Ce qu'il faut qu'il se passe d'ailleurs. Merci. Cette question peut-être plus pour Hubert. Avez-vous des prévisions d'inflation? Oui, on a des prévisions d'inflation pour le Royaume-Uni. Alors, déjà, ces prévisions, elles sont inférieures à ce qu'elles auraient été avec une sortie sans accord. Alors, pour 2020 déjà, pour donner un peu d'où on vient, on aura un petit peu moins de 1% d'inflation. Et pour 2021 et 2022, on s'attend à 1,5% et 2,1% respectivement. Donc une remontée de l'inflation, une inflation un peu supérieure à 2% en 2022, mais rien de très inquiétant, pas de quoi faire bouger la Banque d'Angleterre, ça c'est sûr. S'il y avait eu une sortie sans accord, on aurait eu des chiffres d'inflation encore plus élevés certainement, du fait tout simplement de la réimposition de tarifs et aussi probablement d'une chute de la livre. Mais même ça n'aurait pas été suffisant pour faire bouger la Banque d'Angleterre vers un resserrement. S'il y avait eu quelque chose, comme je l'ai dit, ça aurait plutôt été un assouplissement. Aujourd'hui, la Banque d'Angleterre elle est prudente et de même manière que la Fed aux États-Unis, les banques centrales vont être de plus en plus amenées à peut-être au moins afficher leur intention de
même pas, alors on n'aura peut-être pas assez tôt dans le court terme, mais au moins à annoncer qu'elles regarderont, qu'elles passeront outre, enfin, qu'elles ne s'inquiéteraient pas d'un taux d'inflation supérieur à leur cible. Après tout, il a été inférieur pendant des années, et donc qu'il soit supérieur, un peu supérieur à la cible de 2% pendant quelques années, ce serait pas dangereux pour l'économie. Merci. Autre question, voyez-vous une possibilité de taux directeur négatif en cas de détérioration de l'activité? Alors, comme je l'ai dit, on penche plutôt pour, s'il y avait une détérioration de l'activité et que la Banque d'Angleterre décidait d'intervenir, on pencherait plutôt vers, tout d'abord vers une augmentation de son programme d'achat quantitatif. Parce qu'il y a encore quand même un petit peu de marge. On pourrait aussi avoir l'équivalent des TLTRO européens avec des taux, donc des prêts favorables pour supporter l'économie. Des taux négatifs, c'est une possibilité. Après tout, la Banque d'Angleterre, elle a mené un sondage, une enquête auprès des marchés financiers en fin d'année dernière pour estimer un peu leur préparation, leur niveau de préparation à des taux nuls ou négatifs. Donc on pourrait en avoir, il y en a qui le réclament. Nous, c'est pas notre, on s'interdit pas on dit pas que ça va pas arriver, mais on pense pas que ce serait la première étape. Donc il faudrait qu'il y ait une détérioration vraiment très importante, d'après nous, pour que la Banque d'Angleterre se résolve à passer par cette mesure. Merci Hubert. Quelles sont vos prévisions de GDP sur la Grande-Bretagne? Ah oui, alors les prévisions, c'est vrai que j'ai pas donné nos prévisions de PIB. Donc alors, comme je montrais sur le graphique, enfin j'ai montré mais il n'y avait pas les chiffres. Donc pour 2020, on table sur, pareil pour donner un petit peu en relatif avec les autres pays, on table sur une chute de moins 11,5%, donc quasiment la plus forte en Europe. Il n'y a que l'Espagne qui enregistrerait une chute marginalement plus importante. Et en 2021, on aurait un rebond de 6,4%. Et en 2022, de 6%, pardon, c'était les anciens chiffres, on aurait 4,5% en 2021 et 7% en 2022. Donc c'est-à-dire un rebond, comme je le disais, en 2021, un peu supérieur, similaire à ce à quoi on s'attend aux États-Unis en zone euro. Malgré une chute bien plus importante en 2020 et un rattrapage plutôt en 2022 parce que pour cette année, on s'attend à des chiffres de croissance inférieurs en eurozone ou aux États-Unis. Donc voilà, un rattrapage repoussé. Voilà. Alors, je ne sais pas à qui peut s'adresser la question, on parle de secteurs là. Y a-t-il des secteurs économiques qui vont bénéficier plus ou moins du Brexit? Est-ce qu'il y a du positif, on va dire, et sur quel secteur? Je ne sais pas si c'est Cédric, Hubert. Je peux prendre la question si vous voulez, mais d'un point de vue stratégie, ce que l'on préconise plus, c'est les secteurs domestiques. Donc ça va être tout ce qui va essayer peut-être plus à la consommation, parce que déjà à court terme, on pense qu'une fois passé, alors peut-être en dehors du cadre du Brexit, mais on pense que, on espère que la vague de confinement va s'estomper et qu'ensuite il y aura un rebond de la consommation interne au UK. Donc ça peut s'appliquer à d'autres pays européens, mais un peu plus précisément là. Ensuite, les sociétés britanniques sont très exportatrices, elles sont très tournées vers l'extérieur. Donc après, ça va peut-être un petit peu plus difficile. Mais l'autre raison aussi pour laquelle on aime bien les actions britanniques au niveau plus général, comme l'indiquait Lionel, les composantes du FTSE sont très cycliques. Donc dans la mesure où le cycle est en train de repartir ou va repartir, c'est les secteurs industrie, les secteurs bancaires qui sont les plus à mettre en avant. Merci Cédric. J'ai une dernière question. Comment peut-on justifier cette reprise économique hors effet post-Covid? J'en ai une autre qui arrive après. Oui, Hubert, peut-être. Là, je vois pas trop le... Oui, j'allais dire en fait, comment peut-on justifier? En fait,
les rebonds auxquels on s'attend dans tous les pays, c'est en fait c'est principalement un effet de la crise. En fait, c'est pas tant cette année, c'est plutôt par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on a eu des chutes massives dans beaucoup de pays, notamment au Royaume-Uni. Et donc, de fait, comme on anticipe que l'économie sera moins ralentie cette année, parce que les confinements, même quand ils sont réimposés, on a l'exemple au Royaume-Uni, l'Angleterre a réimposé un confinement de cette semaine. Quand ils sont réimposés, ils sont un peu moins stricts. Les entreprises peuvent continuent leur activité plus largement qu'elles ne le faisaient quand on se rappelle au premier confinement. C'était une chute de l'activité massive avec des secteurs entièrement fermés. Dans certains pays, la construction s'était arrêtée. Voilà. Et donc, de fait, mécaniquement, quand cette année, on va avoir, alors certes, comme je disais, peut-être de nouveaux confinements, mais en tout cas, c'est compliqué d'envisager un scénario où il y ait plus de restrictions que l'an dernier. Et donc, mécaniquement, l'activité sera plus soutenue. Et donc, c'est, je dirais, entièrement du fait du Covid. Alors, les autres facteurs, donc pour le Royaume-Uni, c'était le Brexit, et c'était plutôt un facteur qui freine plutôt qui avance, alors qui bénéficie à l'économie. Les facteurs qui peuvent bénéficier, qui bénéficient, sinon c'est le soutien des autorités des fiscales et monétaires qui continuent. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais je ne sais pas si on aura bien compris ça. Pardon, alors j'aurais dû la faire préciser. On me demande un focus sur le secteur bancaire. Est-ce que le Brexit a un impact sur ce secteur, notamment pour les banques non anglaises? Oui, là pour le coup, je vais essayer de répondre. Oui, ça va avoir un impact pour les banques au sens où, en perdant les banques de l'Union européenne, admettons, pour être tout à fait concret, les banques françaises, si certaines opéraient sur de la banque de détail, par exemple au Royaume-Uni, dans une certaine mesure, ce ne sera plus possible parce que les équivalences sur le détail sont beaucoup plus limitées. À cela s'ajoute en fait un deuxième aspect qui n'est pas lié au passeport financier en soi ou aux équivalences en soi, c'est que début 2019, le Royaume-Uni a adopté, ou plutôt est entré en vigueur au Royaume-Uni, la réforme Vickers, qui sépare les activités bancaires de détail d'un côté des autres types d'activités bancaires, donc investissement, trading, ainsi de suite. Et il était prévu que les activités bancaires de détail qui allaient vers l'espace économique européen pouvaient être régies par des entités dites cantonnées, cloisonnées, ring-fest en anglais. Sauf que là, avec la séparation, avec le Brexit, on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer et à quel horizon les choses vont changer, parce que c'est certain que les choses vont changer de ce point de vue-là. Donc, les banques britanniques vont devoir réorganiser leur activité. Les banques européennes qui auraient des velléités aussi là-bas vont devoir aussi réorganiser leur activité à cause de Vickers. Mais je ne sais pas vous dire aujourd'hui dans quel agenda elles vont devoir le faire. Donc oui, les banques, il va y avoir beaucoup de conséquences pour les banques non britanniques exerçant au Royaume-Uni. Pour les banques non européennes exerçant au Royaume-Uni, ça, ce sera à voir entre le Royaume-Uni et le pays concerné. Il fera des équivalences ou des accords selon les pays. Merci Laure. De quelle ampleur sera le déficit budgétaire en pourcentage du PIB précis et l'évolution du ratio dette-PIB sur les prochaines années? Je ne sais pas si on peut y répondre. Oui, alors les chiffres exacts, alors pour 2020, on devrait avoir entre moins 15 et moins 20% de déficit qui se résorberait progressivement. Donc on parle des chiffres notamment de l'OBR, donc
l'Office for Budget Responsibility, donc c'est un organe affilié au Trésor qui fournit des prévisions néanmoins indépendantes. Donc ils s'attendent à donc un déficit bien sûr moins important du fait que l'État retire un peu de son soutien à mesure que l'économie reprenne, que aussi les stabiliseurs automatiques jouent moins leur rôle, mais on aurait quand même un déficit très important encore à l'horizon de 5 ans avec des anticipations toujours de 3-4% de déficit à cet horizon. Donc ça risque de peser à long terme dans les finances publiques avec un ratio de PIB qui a déjà dépassé, qui est autour de la barre des 100 et qui devrait descendre, pardon, la réduction de dette sur PIB au-dessus de la barre des 100% et qui devrait continuer à monter un peu graduellement dans les prochaines années à cause de déficits persistants. Merci beaucoup Hubert. Vraiment merci à tous. Ça allait durer un peu plus longtemps que prévu. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner. Je vous remercie de toute votre attention, d'avoir été si nombreux. L'agenda des prochaines semaines est chargé, dédié aussi aux clients avec la présentation de ProRealTime, notre plateforme de trading qui est active. Tu veux en parler peut-être Cédric? On traitera les valeurs aussi lors de la première conférence digitale le 28 janvier. Et donc, vous recevrez l'invitation très bientôt. Cédric, tu veux conclure? Ah non, c'est parfait. Écoute, c'est très bien. Donc, ProRealTime, vous aurez un peu de descriptif pour le passage d'ordre et la création de listes, ainsi que les outils techniques disponibles. Et enfin, sur l'événement digital, c'est le premier événement digital que l'on organise avec tous nos clients. Donc, vous êtes, vous, clients, les bienvenus. Et comme disait Laure, ce sera animé par le responsable de la rédaction d'Investir. Donc, c'est en partenariat avec eux et avec nos experts qui vous présenteront nos thèmes favoris, nos perspectives pour 2021 et reviendront rapidement sur le bilan 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire quand vous recevrez les invitations. Et je vous remercie Hubert et Laure, enfin Laure et Hubert, de leur participation, de leur première participation aux webconférences de Ports en Part. C'était très riche et très intéressant au nombre de questions qu'on a eues. La session est enregistrée pour ceux qui auraient eu des problèmes au début de la conférence. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. On traitera des valeurs, les valeurs, c'était pas l'objet aujourd'hui. Voilà, on était plus focus sur le Brexit et ses impacts. Et merci à tous vraiment de votre venue. À très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.